C'est vrai qu'on peut se demander qui sont ceux qui officient à la mosquée et comment ils officient et dans quelles circonstances. Alors moi j'ai vu euh, de ces officiants qui venaient d'ailleurs et qui savaient faire conduire. Et essentiellement, bon, c'était la prière. Quand il y avait la prière du vendredi, ils savaient le faire, etc. Les gens venaient, ils priaient, ils savaient. Bon. Mais dans le mariage, il fallait faire le contrat de mariage. Ça, ils avaient dit. Donc les méos acceptaient qu'il y ait un contrat de mariage. C'était dans la cérémonie, le rituel de mariage, c'était le seul aspect qui était musulman. Et alors, on allait tous le marier. Donc, le marié allait dans la mosquée, disant que j'acceptais d'épouser une telle, et puis, mais la fille n'y allait pas. Donc, on allait chercher son accord, et elle venait, puis on disait « Ah, elle est d'accord pour épouser un tel ». Donc c'était le jour où il était venu chercher sa femme. Donc, hein, et alors tout le monde se lève, saute en l'air, et puis ils ont des dates, et le type il dit « Mais attendez, non, maintenant c'est fait, ils sont mariés, arrêtez. » Bon, bah d'accord. Donc ils sont mariés. Alors ils sont mariés, et il y a la dot, évidemment, c'est des dots qui sont importantes. Je veux dire, c'est pas n'importe quoi. Donc, ils emmènent la dot, ils s'en vont avec, et ils s'en vont avec la fille. Bon, la fille décide que non, ça ne va pas. Ce mariage, et il y en a des cas, hein, j'ai vu des cas comme ça, elle n'aime pas du tout ce mari, elle ne s'entend pas du tout avec lui, elle envoie un message, il y a un frère qui vient l'attendre à la sortie du village où elle a épousé, et elle rentre chez elle. Alors, j'en ai vu des cas comme ça. Je vois arriver une fille que je connaissais, elle était mariée, et elle disait, moi jamais je ne retournerai chez mon mari. C'est pas possible, il m'a épousé, Et j'ai dit, mais alors, et vos parents? Mes parents, ils doivent accepter. Et alors j'ai vu les parents, ils ont dit, mais je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous pensez? Parce que je les connaissais, c'était des gens que je voyais tous les jours. Ah bah oui, mais bah, qu'est-ce que vous voulez? Mais on a perdu la dot. Ça, une partie de la dot, elle a perdu. Bon, elle a pris ce qu'elle pouvait, elle est revenue avec. Et alors, je dis, ben alors, le divorce, ben, prononcé, pas prononcé, ça n'a aucune importance. Elle est revenue, c'est fini. Alors, bon, ben, qu'est-ce qu'elle va faire, cette femme? Ben, elle peut bouser un autre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe qu'elle épouse un autre, c'est tout. Puis je dis, ben, il n'a pas prononcé le divorce, le mari. Je dis, ben, ah, il y a ce qu'on appelle la jagra, la dispute. Il peut venir réclamer une compensation. Mais parfois on lui donne, parfois pas. Parce qu'il n'y a pas un divorce. Et je lui ai dit, mais cette jagra, c'est ce que vous appelez vous-même jagra, dispute, elle dit, il peut venir, mais on oublie. Et alors, un de mes informateurs m'a dit, moi, j'ai épousé, parce qu'il y a des mariages d'enfants. Des mariages d'enfants. J'ai épousé une fille qui était un enfant. Donc, évidemment, elle ne venait pas chez moi, mais elle devait venir quand elle avait 13, 14, 15 ans. Donc, dit-il, donc je l'ai épousée dans les règles, etc. Mais on attendait de faire l'officiel pour qu'elle puisse venir. Et dit-il, ben, j'ai oublié. Je me suis marié avec une autre. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, bah, c'est débrouillé. C'est comme ça. Ça, c'est les méos. C'est-à-dire qu'ils ont pas. Les règles ne sont pas ce qu'on pense que. Voilà, ils font ça avec une facilité qui est absolument étonnante. Et le fait qu'il n'y ait pas de divorce, même une femme fuit son mari
sans divorce et que c'est fini. Ça veut dire que c'est terminé. Et alors ça, c'est une chose tout à fait importante à comprendre, mais c'est comme ça. C'est une tradition qu'eux, ils ont. Et une autre tradition, c'est le retour chez le frère. Quand une femme, même mariée, qui vit avec son mari, le retour chez le mari, chez le frère, c'est un moment où elle est la reine. Alors ce qui fait qu'elle est véritablement celle qui mène. C'est-à-dire quand elle est là, la femme du frère est à son service, c'est pas elle. Elle devient celle qui régit la maison. Et elle régit le mariage, régit tout ça. C'était une chose où je me suis... Et j'ai toujours... Je me suis dit, bah oui, mais les femmes, elles ne sont pas si malléables que ça. Et c'est ça qui est... À un moment donné, pour donner encore d'autres anecdotes, il y a un type, au moment du mariage, les femmes chantent. Elles chantent beaucoup, parce que c'est le moment de grand plaisir. Il y avait un type donc, qui avait marié sa fille, il dit l'islam interdit de chanter. Donc vous ne chanterez pas. Et donc les femmes étaient frustrées, mais vraiment frustrées. Il leur dit tu vas voir ce que tu vas voir. Au prochain mariage, mais ce n'était pas chez lui, c'est un autre, elles ont chanté toute la nuit sous sa maison. Il leur a dit mais arrêtez, mais je sais pas, ça ne te regarde pas, ça c'est un autre mariage, toi tu interdis, mais nous on peut chanter. Elles l'ont tellement emmerdé qu'elle a dit t'es fini, hein, tu n'emmerdes pas, hein, toi. J'ai rarement vu des femmes aussi. Quand elles ont une volonté, il n'y a pas moyen de les interdire quoi que ce soit. Ça, c'est impressionnant de voir ça. Moi, j'étais vraiment impressionné de les voir. Alors, toutes les femmes, c'est pas comme ça. Il y a des femmes qui sont plus timides que ça, mais... Oh. Et alors, un homme qui aime, quand il aime sa sœur, quand elle est une femme importante, même si elle est à des kilomètres, une des choses qu'il aime, c'est aller la voir. Passer un temps chez elle, une semaine, 10 jours, etc. Un jour, on avait des médecins qui venaient, qui étaient ophtalmos, qui s'étaient installés dans la petite ville à côté. D'accord ? Et donc, ils faisaient des consultations pour des gens qui avaient des problèmes des yeux. Donc moi, mon frère, celui qui m'a donné la terre, hein, il était vraiment, il ne voyait pas bien. Donc on l'a emmené, on l'a mis au dispensaire, et j'ai dit, donc dans la petite ville à côté, tu restes là, tu te fais ausculter, il va te donner ce qu'il faut faire, etc. Je dis avec quelqu'un d'autre, on va faire des courses et on vient. On fait une course, on revient, il a disparu. Où est-ce qu'il était ? On va le chercher, il était en train de prendre un bus pour aller voir sa sœur. C'est-à-dire que pour lui qui avait des problèmes d'yeux, c'était beaucoup plus important d'aller voir sa sœur, on l'a rattrapé, on l'a mis, etc. C'est dire que c'est un univers très, très particulier de la relation entre un homme et sa sœur, le frère-sœur. Mais c'est pour moi une découverte tout à fait fascinante. Et ce n'est pas avant le mariage. Lévi-Strauss nous dit, le mariage, c'est ce qui sépare le frère et la sœur. Eh bien non. Le mariage, c'est ce qui renforce, au contraire, le rapport entre le frère et la sœur. Quand une sœur, elle est jeune, bon, ça va, hein, mais ce n'est pas ça. Ce qui est important, c'est quand la sœur est celle qui a le rôle important chez son frère. Alors qu'ils sont patrilinéaires, il n'y a pas de matrilinéarité du tout, hein, ça n'a rien à voir. Il y a quelqu'un qui a dit « Ah, Jamou, ça existe chez les Trobriandais. » Oui, mais les Trobriandais, ils sont matrilinéaires. Là, ils sont patrilinéaires, il n'y a rien de... Mais c'est une relation qui est interpersonnelle. Et celle-là, elle est importante. C'est ça qui fait que... c'est pour ça que j'ai intitulé ça la relation frère-sœur entre guillemets, quoi. Parce que c'est-à-dire c'est quelque chose qui va au-delà de la séparation que constitue le mariage, puisque elle devient pleine quand il y a après le mariage, et non pas après, parce qu'elle est rituelle, et que le rituel est très important. Ça, Lévi-Strauss ne l'a pas vu.
Ça, je suis fier de l'avoir vu dans ce cas-là. Lévi-Strauss a vu qu'elle était le mari. Mais pour lui, c'est une séparation. Moi, non. C'est le retour de la sœur qui est aussi important que la séparation. Et ça, je suis fier de l'avoir découvert. C'est pas que je conteste totalement Lévi-Strauss, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est de savoir que une théorie n'a de sens que si elle est soumise à vérification. Et si elle n'est pas vérifiée totalement, ben, c'est pas grave. Au contraire, ça nous amène à réfléchir sur qu'est-ce qu'un rituel, quel est l'effet du rituel, pourquoi un rituel est important dans une société, puisque c'est ça qu'elle fait. Voilà, c'est ça que j'ai fait dans mon travail. Voilà, donc ça c'est une des choses. Maintenant, revenons à l'ethnologue sur le terrain. Qu'est-ce que fait l'ethnologue sur le terrain? Alors, il y a ceux qui critiquent maintenant, les postmodernes ont été des critiques de l'ethnologie, de l'ethnologue sur le terrain, etc. Tout ça, c'est bon. Est-ce que, moi, ce que je veux dire, c'est que je ne m'inscris pas du tout dans cette perspective-là. Hein. Ça ne m'intéresse pas de jouer ce jeu-là. Pourquoi? Parce que ce que j'ai appris de mes trois terrains, hein, disons les Moluques, c'est pas grand-chose, mais bon, les Méos et les Rifs, c'est que je n'ai pas été accepté comme ethnologue. Ils ne savaient pas ce que ça signifiait. Pour eux, ça n'a aucun sens, être ethnologue. Par contre, il fallait que, pour qu'ils puissent me parler, me mettre dans une certaine position. Et il fallait que je joue le jeu. Si je ne jouais pas le jeu, ça ne marchait pas. Or, dans le RIF, j'ai joué le jeu d'être un jeune. D'accord? Je voulais être un jeune avec d'autres jeunes et j'allais recueillir des récits. Je participais même aux cérémonies de mariage. Hein. J'accompagnais les mariés sultans. Moi, j'étais avec eux. Hein. Je chantais avec eux dans le rituel de mariage. Je rigolais, mais il y a des choses limites que je ne pouvais pas faire. Bon, parce qu'eux, ils pouvaient aller très loin là-dedans. Mais là, non, j'étais non. Bon. Donc, c'était eux c'est avec eux, parce que et les vieux me parlaient parce qu'il y avait les jeunes. Et ils me disaient, on va leur mettre quelque chose dans le cerveau, dans la cervelle, hein, pour qu'ils comprennent qui ils sont. Et les types étaient sidérés de voir ces gens-là qui nous racontaient ces récits. C'était impressionnant. Je vous donne un exemple qui a été particulièrement fort. Un jour, un des vieux me raconte un récit particulier. Dans ce récit, il me dit la chose suivante. Il y avait quelqu'un qui voulait se venger d'un autre qui avait tué son frère. Donc, il se met à l'abri. Il attend que le tueur passe. Et il le voit, c'est ce que le récit dit, il le voit passer et il le tire un coup de fusil, il le tue. Sauf que, dit le causé, c'est pas lui qui a lancé son fusil en l'air pour réclamer son acte. C'est un type à côté qui avait lui aussi, qui avait été à côté. Et le récit continue. Qui c'est qu'on a poursuivi? C'est pas le tueur, c'est celui qui a lancé son fusil en l'air. Le type raconte ça. Alors là, nous, on tombe des nez, on dit, mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas lui, il n'a pas tué, lui, il a simplement lancé son fusil. Il dit, arrêtez de m'embêter, l'histoire, c'est ça. Vous voulez chercher des interprétations, moi je ne cherche pas. Je vous raconte une histoire telle que ça a été. Bon, si vous voulez des interprétations, allez vers quelqu'un d'autre, moi j'arrête de vous parler. Alors là, non, s'il vous plaît, racontez. Et je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, eux, ce qu'ils voulaient, c'est pas ils voulaient me raconter un processus. Voilà. Et bien, après, vous voulez interpréter, ça c'est votre affaire, c'est pas la mienne. Et là, j'ai compris quelque chose. J'ai mis du temps à comprendre ce genre de choses. C'est qu'en fait, c'est lui il savait de quoi il parlait, et nous, on voulait chercher ce que nous, on pense qui est important. Non. Ce qui est important, c'est ce qu'eux, ils pensent, ce que vous voyez, ce qu'ils pensent, ce qu'ils pensent, ils ne pensent pas, ils racontent. Il n'a pas pensé quelque chose, il a raconté. C'est tout. Et ça, c'est important. C'est ça qui est essentiel. Donc, et dans cet essentiel, il y a le fait d'un conteur, d'un type qui raconte, il raconte un récit, et nous qui apprenons. Eh bien, apprenez, mes chers amis. Et vous n'avez pas à faire les commentaires. Vos commentaires, ça n'a pas d'intérêt. La signification, ça n'a pas d'intérêt. Vous cherchez des sens, non. Ce que je vous raconte, c'est un processus tel qu'il s'est déroulé, comment il faut le comprendre. C'est tout.
Et moi, c'est ça. Et donc, pour moi, ethnologue, il fallait que j'accepte de jouer ce rôle-là. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'étais assimilé à des jeunes, mais pas tout à fait. Un jeune a pour objet de devenir un maître de maison. Moi, non. Moi, il savait parfaitement que je n'allais pas devenir un maître de maison, je n'allais pas être celui possesseur de la terre. Ça, c'est pas possible. Mais donc, dans le moment, c'est-à-dire que eux, pour eux, tout ça, d'une certaine manière, c'est une fiction. Mais elle est vraie, parce qu'on raconte quelque chose d'important. Et ce qu'ils ont raconté, c'était pour mettre un peu de cervelle dans la tête des jeunes et dans ma tête à moi. Et c'était à moi de faire le travail de cette petite distance. Vous voyez, c'est ça. La fiction vraie, c'est ça. C'est à la fois une fiction, mais c'est vrai. Parce qu'autrement, ils ne peuvent pas me parler. Ils n'ont rien à dire. On n'a rien à dire ensemble. C'est ça le problème. C'était donc, apprendre à être ethnologue, c'est apprendre à savoir écouter et regarder. C'est comme ça que j'ai fait. Donc ça, c'est pour le riff. Pour les méos, c'est encore plus vrai. C'est encore plus global, puisque tous les jours, je vivais cette chose-là. Mais pour eux, il n'est pas question que mon fils épouse une méo. Ça, c'est pas hors de question, ça. Ils savaient parfaitement que ma femme ne venait pas de ce village. Bon, et que moi non plus, je n'étais pas de ce village. Ils ne m'ont pas vu grandir. Bon. Mais donc, pour eux, là encore, cette fiction était vraie au sens où elle leur permettait de travailler avec moi. Et donc, j'étais dedans, mais tout en étant dehors. Et pour eux, c'était la seule manière. Si j'essayais de leur expliquer que c'était la seule manière, ils me diraient, ben, il ne comprend rien. Bon, non, pour eux, c'était que je devais écouter, je devais voir, je devais comprendre, et puis c'est tout. C'est tout ce qu'il y avait à faire. Je n'étais pas à faire des commentaires. Quand on me disait, celui-là, c'est ton petit-fils, je devais savoir, comprendre ce que c'est qu'être un petit-fils. Celui-là, c'est ton frère, celle-là, c'est ta soeur, celle-là, on se mariait, etc. J'ai dit, vous ne pouvez pas. Un moment important, je dis, voilà, il y a un homme, il y a une sœur. Sa sœur est mariée. La sœur du mari, c'est encore ma sœur. Allez leur faire comprendre que ce n'est pas ta sœur. Ben, je ne comprendrai pas, mais pour eux, ça va de soi. Et donc, si ça va de soi, c'est ça qu'on doit essayer pour nous de comprendre. Mais ce n'est pas à nous d'imposer de l'extérieur. C'est là où je dis l'ethnologie, l'ethnographie, je parle, si elle a de l'intérêt, c'est quand on essaye de se soumettre, et après, il s'agit d'essayer de comprendre, de démêler pour trouver c'est quoi les relations qu'ils ont entre eux, qui font société. Voilà, c'est ça qui a été c'est pour ça que ma notion que je veux populariser, mais je ne sais pas si... C'est-à-dire, c'est pas moi. Je vais vous donner un exemple que je n'ai pas accepté. Bourdieu, dans un article sur l'honneur, il a fait un article splendide sur l'honneur, tout à fait. Et moi, j'ai lu son article sur le sens de l'honneur. Il termine en disant, attention, ces gens-là méconnaissent les lois de l'intérêt qui les guident. Je dis, ah bon? Mais c'est quoi méconnaître? Qu'est-ce qu'ils méconnaissent? C'est vous qui dites. D'où vous savez qu'ils méconnaissent? Pourquoi vous voulez dire qu'ils méconnaissent les lois de l'intérêt? D'où vous sortez ces notions? Pourquoi vous sortez ces idées-là? Ça n'a pas de sens. D'ailleurs, j'ai fait dans mon un article sur Bourdieu qui avait des intuitions fortes sur l'honneur, hein, mais quand il termine comme ça, je me dis, bon, non. Non, ça veut dire qu'en fait, l'ethnologue impose ces catégories, et c'est pas ça. Si on impose ces catégories-là, alors pourtant Bourdieu est considéré comme, bon, ben oui, quand il a voulu imposer ces catégories, moi je ne marche pas. C'est ça qui est le problème. Et donc, voilà.